Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre absolument central du programme de SES, l'action publique pour l'environnement. C'est un sujet que vous voyez partout dans l'actualité et surtout un grand classique du bac. Alors, comment l'État peut-il ou doit-il agir pour le climat? On va décrypter tout ça ensemble. C'est parti. Regardez bien cette image. Elle est saisissante et elle nous met tout de suite au cœur du sujet. La question environnementale, ce n'est pas juste une affaire de nature ou de petits oiseaux. Non, c'est un défi économique et social gigantesque. Pourquoi? Parce que ça touche à tout, à nos façons de produire, de consommer, et que les solutions, elles demandent des choix collectifs qui sont tout sauf simples. Pour y voir clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va poser le diagnostic. En quoi est-ce un problème pour les économistes? Ensuite, on ouvrira la fameuse boîte à outils des pouvoirs publics. Après, on verra qu'il faut agir à toutes les échelles, du local au mondial. Et bien sûr, on terminera avec une synthèse taillée sur mesure pour le bac. On attaque la première partie. La question de fond, elle est là. Le marché, d'habitude, on nous dit qu'il est super efficace pour allouer les ressources. Alors pourquoi, quand on parle d'environnement, a-t-on l'impression qu'il est complètement à la ramasse? Voilà la question cruciale. Si on laisse le marché faire sa vie, sans aucune règle, la planète risque gros. Pour comprendre pourquoi, il faut absolument maîtriser deux notions clés pour le bac, deux concepts que vous devez connaître sur le bout des doigts. Les biens communs et les externalités négatives, ce sont les deux grandes défaillances du marché. Alors, les biens communs. Prenons l'exemple classique, les poissons dans l'océan. C'est un bien rival. Si un bateau pêche un poisson, un autre ne peut plus le pêcher. Logique. Mais c'est aussi non excluable. Impossible de mettre une barrière en haute mer et de faire payer un droit d'entrée. Le résultat? Chaque pêcheur, individuellement, a intérêt à pêcher le plus possible, tout de suite, avant les autres. Ce qui mène à un désastre collectif, l'épuisement de la ressource pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. Deuxième défaillance majeure, l'externalité négative. Imaginez une usine qui pollue une rivière. Pour produire, elle a des coûts, les salaires, les machines, tout ça, c'est dans son prix de vente. Mais le coût de la pollution de l'eau, lui, il n'est pas pour l'usine, il est supporté par d'autres, les habitants, la collectivité qui devra dépolluer. C'est un coût social que le marché ignore totalement. Et c'est précisément là que l'intervention publique devient indispensable. Elle doit corriger cette erreur du marché. Et ce qui rend les choses encore plus complexes, c'est la multitude d'acteurs qui sont dans le jeu. Regardez ce schéma. On a les entreprises qui cherchent le profit, les ONG qui sonnent l'alarme, les scientifiques qui apportent les données, les citoyens qui manifestent. Tous ces acteurs ont des intérêts, des visions qui peuvent être totalement opposées. Du coup, construire une politique environnementale, c'est un processus permanent de conflits, de négociations et de recherche de coopération. Bon, maintenant qu'on a bien posé le diagnostic, passons à la deuxième partie, la fameuse boîte à outils. Face à ces défaillances, concrètement, que peuvent faire les pouvoirs publics? Ils ont principalement trois grands types d'instruments. Et pour le bac, il faut absolument savoir les comparer. Le premier outil, le plus direct, c'est la réglementation. En gros, c'est le bâton. On fixe des normes, des règles, des interdictions. L'avantage, c'est que c'est clair, net et, en principe, le résultat est garanti. La limite, c'est que ça peut être très rigide, coûter cher et surtout, ça n'incite pas les entreprises à faire mieux que la norme imposée. L'exemple parfait à retenir, les normes d'émissions de CO2 pour les voitures neuves dans l'Union européenne. Les constructeurs ont un seuil à ne pas dépasser. S'ils le dépassent, les amendes sont colossales. C'est une contrainte très directe pour les forcer à innover et à vendre des véhicules moins polluants. Deuxième instrument, les incitations économiques. Là, on change de logique. On n'interdit pas, on joue sur les prix pour orienter les comportements. C'est la fameuse carotte. On applique le principe du pollueur-payeur. La taxe carbone rend la pollution plus chère. Le bonus écologique rend la voiture propre moins chère. C'est beaucoup plus flexible que la norme, mais la grande difficulté, c'est de trouver le juste prix de la taxe et surtout de faire en sorte qu'elle ne pénalise pas trop les ménages les plus modestes. Cette carte le montre très bien. L'idée de taxer le carbone fait son chemin un peu partout dans le monde. Mais ce qu'on voit aussi, ce sont les énormes différences de niveau de taxation. Ça illustre parfaitement la difficulté politique et sociale de mettre en place cet outil. Et enfin, le troisième outil, le plus sophistiqué, le marché des quotas d'émissions, qu'on appelle aussi le marché des droits à polluer. Alors comment ça marche? L'État fixe un plafond global d'émissions à ne pas dépasser pour un secteur, et il distribue des permis de polluer aux entreprises. Celles qui polluent moins que prévu peuvent vendre leur permis en trop à celles qui polluent plus. L'avantage, c'est l'efficacité économique. La pollution baisse là où c'est le moins cher de le faire. Le risque, que le prix du quota soit trop instable ou que le plafond de départ soit trop généreux, ce qui rend le système inefficace. Ce petit schéma illustre parfaitement le mécanisme. Regardez. L'entreprise 1, la bonne élève, a investi pour polluer moins.
Elle a donc des quotas en trop. Elle peut les vendre à l'entreprise 2, qui, elle, a dépassé son plafond. Au final, l'objectif global de pollution est respecté, mais au coût le plus faible possible pour l'ensemble de l'économie. On en vient à notre troisième point, qui est essentiel. Le dérèglement climatique, c'est par définition un problème mondial. Utiliser ces outils dans un seul pays, même si c'est indispensable, eh bien ça ne suffit pas. L'action doit être coordonnée à toutes les échelles. Comme on le voit ici, les décisions s'emboîtent. Ça va du niveau local, avec une mairie qui crée des pistes cyclables, jusqu'au niveau mondial, avec les grandes négociations sur le climat comme les COP. Et entre les deux, bien sûr, il y a le niveau national et le niveau européen. Le vrai défi, c'est d'assurer la cohérence entre toutes ces échelles. Et à l'échelle mondiale, le principal obstacle à la coopération porte un nom que vous devez absolument connaître. C'est le problème du passager clandestin ou free rider. Le raisonnement est simple. L'effort d'un pays pour réduire ses émissions profite à toute la planète. Du coup, un autre pays peut être tenté de ne rien faire et de profiter des efforts des autres sans en payer le prix. C'est ce qui rend les accords internationaux si compliqués à négocier et à faire respecter. Et ce graphique sur les émissions de CO2 par habitant, il met le doigt sur une autre difficulté immense, l'inégalité. La responsabilité historique dans le réchauffement et les niveaux de développement aujourd'hui sont radicalement différents d'un pays à l'autre. La question qui bloque souvent les négociations, c'est donc comment on répartit l'effort de manière juste. C'est vraiment le cœur du problème. Allez, on arrive au bilan. L'objectif maintenant, c'est de rassembler toutes les pièces du puzzle pour être parfaitement prêt le jour J. Ce schéma, c'est une excellente synthèse visuelle. Il retrace toute la logique du chapitre. On part des défaillances du marché, qui créent des problèmes environnementaux. Ces problèmes deviennent des enjeux publics grâce à la mobilisation des acteurs. Ça conduit à une action publique qui utilise différents instruments à différentes échelles. Maîtriser cette chaîne logique, c'est vraiment la clé du succès. Pour le bac, la méthode est reine. Premièrement, toujours bien qualifier le problème économique. Est-ce qu'on est face à un bien commun ou une externalité? Deuxièmement, savoir présenter et comparer les instruments avec leurs forces et leurs faiblesses. Et enfin, troisièmement, ne jamais oublier d'analyser le jeu des acteurs et l'importance des échelles d'action en insistant sur le problème du passager clandestin. Et pour finir, je vous laisse avec cette question, un sujet type de dissertation. On a vu que les pouvoirs publics ont de nombreux outils, mais entre les conflits d'intérêts, les limites de chaque instrument et les difficultés de la coopération mondiale, leur efficacité reste un débat permanent. Et c'est une question essentielle pour notre avenir. C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci de m'avoir suivi et bonne révision.